Bonjour à toutes et à tous pour ces temps forts du Congrès américain de cancérologie, l'ASCO, que nous vous proposons aujourd'hui en partenariat avec les spécialistes du groupe Ramsay Général de Santé. Bonjour Jean-François. L'ASCO, dont on va parler ce soir, est l'un des plus grands congrès au monde et il serait prétentieux de parler de résumé pour l'émission de ce soir, mais plutôt de commentaires éclairés sur ce qui a fait l'événement lors de ce congrès et surtout l'événement qui peut être intéressant pour la médecine de ville. Et par exemple, on peut sans doute, sans beaucoup de risque, dire que l'édition 2017 restera une date importante dans l'histoire du cancer de la prostate. De ce cancer d'emblée métastatique, le vrai scoop du congrès a été l'ajout de l'abiraterone à l'hormonothérapie pour augmenter significativement la survie globale. Cancer du sein également, une grande année cette année, avec des éditions précédentes qui avaient pu avoir beaucoup moins de nouvelles. Et à Chicago, il y a quelques jours, on a d'abord découvert dans le cancer avec mutation BRCA l'intérêt d'une nouvelle thérapie ciblée qui augmente nettement la survie pour des femmes plutôt jeunes et traditionnellement difficiles à traiter. Enfin, nous ferons une large place à l'apport de la biologie et à la biopsie liquide. Il est indéniable que la biologie est devenue prépondérante du diagnostic au choix et au suivi de la thérapeutique. Alors, pour commenter ces informations particulièrement riches, vous allez découvrir nos invités qui sont des cancérologues, tous issus de l'hôpital d'Antony, le premier établissement privé d'Île-de-France avec plus de 30 000 interventions chirurgicales, je crois, et plus de 20 000 hospitalisations en médecine. Donc, l'hôpital privé d'Antony est également un centre de référence en cancérologie et il abrite l'Institut de cancérologie Paris-Sud qui regroupe 3 établissements, Antony, Jacques Cartier et les Amandiers. Et on commence avec le docteur Stanislas Roper. Bonjour. Bonjour. Vous êtes oncologue médical et vous serez le fil rouge de cette émission. Le docteur Yannick Roy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien urologue. Et ça tombe bien, le premier thème de cette émission, ce sont les cancers urologiques. Cancer de la prostate pour commencer. Je vous avais annoncé une étude qui a eu les honneurs d'une publication dans le New England au moment du congrès. Elle concerne l'abiraterone. Donc l'abiraterone avait déjà prouvé son intérêt dans les cancers résistants à la castration. Alors pourquoi ne pas l'utiliser plus tôt, en particulier chez des patients qui débutent une hormonothérapie conventionnelle, afin d'optimiser la survie ? C'était justement l'ambition de Latitude. Latitude à l'ASCO, un essai français de phase 3, ce qui était publié, lui, dans le New England Journal of Medicine, comme je vous le disais. Premier reportage à Chicago. 1200 patients atteints de cancer prostatique d'emblée métastatique avec des facteurs de gravité ont été randomisés après hormonothérapie avec ou sans l'association abiraterone et prednisone. En termes de survie globale, on observe une réduction du risque de décès de 38%, ce qu'on n'avait en gros jamais vu auparavant dans cette population de patients, avec une médiane de survie qui est de l'ordre de 35 mois dans le bras contrôle et qui n'est même pas encore atteinte dans le bras abiraterone. En termes de survie à 3 ans, 49% dans le bras contrôle, 66% dans le bras abiraterone. Donc un bénéfice qui est vraiment très important. En survie sans progression, un bénéfice qui est encore plus important, avec une réduction du risque de progression ou de décès de 53%. Et quand on regarde les médianes, on est à peu près à 14 mois dans le bras contrôle et à 33 mois dans le bras abiraterone. Donc la survie sans progression médiane, elle est plus que doublée. De bons résultats au terme des 30 mois de suivi avec des effets secondaires attendus. Hypertension artérielle, hypokaliémie, très rarement une augmentation des transaminases et des événements cardiaques simples. Les contre-indications à ce traitement par abiraterone prednisone sont d'abord et surtout des contre-indications à une corticothérapie prolongée. Les contre-indications à l'abiraterone en tant que telles, il n'y en a pas vraiment. Je crois que là, on a un nouveau traitement standard pour ces hommes. On va traiter les hommes dans cette situation par l'abiraterone, étant donné le bénéfice en survie globale, en survie sans progression, et puis aussi un profil de tolérance qui est favorable. Alors, l'abiraterone, on en a beaucoup parlé, donc c'est quand même malgré tout une nouvelle molécule que les médecins ne connaissent pas forcément très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça marche et qu'est-ce que ça apporte par rapport à l'hormonothérapie conventionnelle ? On commence avec vous. Oui. Alors, jusqu'à maintenant, c'est vrai que le cancer de la prostate, lorsqu'il était à un stade métastatique, on le traitait par des hormones. Les hormones, le principe était de dire que le cancer de la prostate est dépendant de la testostérone et qu'en apportant des hormones et en le privant de testostérone, les agonistes de la LHRH, on arrive à l'endormir et à rendre la maladie quiescente. On s'est rendu compte que finalement, cette privation hormonale avec les agonistes, elle était incomplète.
Elle ne bloquait pas notamment la testostérone qui pouvait venir des surrénales, la testostérone que pouvait développer la tumeur en elle-même. Avec des échappements. Avec des échappements, justement, ce qu'on appelle le mécanisme d'hormonorésistance. Et pour contrer cette hormonorésistance et pour compléter la castration chimique, on a essayé d'ajouter des antiandrogènes classiques, le bicalutamide, le Casodex, avec des résultats finalement assez mauvais, jusqu'à ces nouvelles hormonothérapies, que sont la biratérone et l'antalutamide. Ces nouvelles hormonothérapies, elles ont pour but de compléter la castration, de bloquer la testostérone, soit en bloquant les récepteurs en androgènes, c'est le but de l'antalutamide, soit en bloquant la synthèse à partir de la surrénale, la synthèse à partir de la tumeur, c'est le cas de la biratérone. Et donc là, c'est des résultats qu'on attendait, parce que c'est quand même, quand je dis que c'est le scoop du Congrès, c'est effectivement, tout le monde ne parlait que de ça. On ne s'attendait pas à des résultats aussi importants que ça? On ne s'attendait pas à une telle ampleur, en fait, dans le bénéfice en survie, en qualité de vie, en taux de réponse, en bénéfice sur l'absence de réponse radiologique, enfin sur le temps jusqu'à progression radiologique. Donc non, on ne s'attendait pas à une telle amplitude. On avait observé ces résultats, effectivement, sur des phases beaucoup plus avancées de la maladie, c'est en phase d'hormonorésistance, et on a tous été, effectivement, agréablement surpris par une telle amplitude. Alors, c'est des malades métastatiques d'emblée. Cette étude, elle a été lancée alors que depuis, on a vu apparaître des résultats avec la chimiothérapie, avec le docétaxel en particulier. Donc c'est une étude abiraterone avant chimiothérapie. Donc comment est-ce que, au vu de ces résultats sur la chimiothérapie et de l'abiraterone, comment est-ce qu'on va conjuguer ça pour décider à quel moment, à quelle ligne de traitement ça va être? Est-ce qu'on en a une idée? Alors, premier point, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, ces traitements-là, dans la situation qui a été étudiée dans cette étude, c'est-à-dire des patients qui sont d'emblée métastatiques, est une situation qui est finalement relativement rare. Ça représente à peu près 10 à 15% des nouveaux cancers de prostate, ces nouveaux cancers d'emblée métastatiques. Néanmoins, l'enjeu est extrêmement important puisque ces nouveaux cancers d'emblée métastatiques osseux vont être responsables à peu près de 50% des décès par cancer de prostate. Donc il y a un véritable enjeu thérapeutique et il y a un véritable enjeu aussi de qualité de vie, puisque ce sont souvent des patients qui sont assez âgés, qui ont un certain nombre de comorbidités. Et donc avoir des traitements qui soient efficaces et peu tolérés est effectivement extrêmement important. Et en pratique, ça veut dire que, parce que ce n'est pas les mêmes malades, mais donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on va décider? On va utiliser la chimiothérapie d'abord et la biratérone ensuite, ou la biratérone d'abord et la chimiothérapie ensuite? Alors, tout d'abord, c'est vrai que cet essai, l'attitude qui vise à comparer hormonothérapie contre hormonothérapie plus abiraterone, a été lancé alors qu'on n'avait pas encore les résultats du docétaxel. Ouais. Le docétaxel, l'idée c'est de dire que chez les malades qui n'ont jamais eu de traitement et qui sont métastatiques, au lieu de leur donner juste des hormones, on va leur donner des hormones plus de la chimiothérapie. Et effectivement, ça a marché. Ça les améliore en termes de survie globale. Mais ça a été fait pour des malades qui sont très malades, très métastatiques, avec des volumes tumoraux importants. L'abiraterone a été testé aussi chez des malades qui ont des gros volumes tumoraux dans l'étude Latitude. Donc c'est vrai que ça rentre maintenant en concurrence. On a les deux disponibles. Il n'y a aucune commune mesure en termes d'effets secondaires. Si on doit choisir aujourd'hui pour un malade abiraterone versus chimiothérapie en association à l'hormonothérapie, la balance va pour l'abiraterone. Maintenant, ça se discute au cas par cas parce que effectivement, il y a des malades qui ont des maladies lourdes et qui bénéficieront plutôt de l'hormonothérapie avec la chimiothérapie. Donc c'est vraiment de la discussion au cas par cas. Mais on a ces deux options qu'on n'avait pas il y a quelques mois. Les résultats sont indépendants du volume de la tumeur? De la tumeur initiale, oui, mais de la tumeur, du volume tumoral global, du nombre de métastases, de la présence de métastases viscérales, etc., non. On sait que chez les malades qui ont peu de métastases, rajouter de la chimiothérapie d'emblée, ce n'est pas une bonne idée, ça ne marche pas. C'est toxique et ça ne marche pas. Rajouter de l'abiraterone d'emblée, comme on l'a vu dans l'étude Stampede, qui est une étude qui a été présentée aussi cette année, ça vaut le coup. Donc effectivement, le volume tumoral a son importance. Et donc en pratique, ça veut dire que ça marche très bien chez les métastatiques d'emblée. Donc quand les médicaments marchent bien chez les métastatiques d'emblée, en général, en cancéro, on a tendance à descendre d'un cran. Et donc chez les malades non métastatiques, est-ce que ça veut dire qu'on va essayer ce type de traitement? Bien évidemment, c'est des essais qui vont être montés, qui sont déjà en cours dans certains centres. De dire chez un patient qui va être opéré d'un cancer de la prostate ou qui va bénéficier d'une radiothérapie parce qu'il a une maladie localisée ou localement avancée, on sait qu'un certain nombre de ces patients vont rechuter. Il y a probablement un intérêt à proposer ces traitements-là, ce qu'on va appeler dans des essais d'adjuvants. C'est-à-dire après un traitement radical d'une maladie localisée. Donc ça, pour l'instant, ces essais sont en cours. Mais du point de vue du chirurgien, est-ce que ça peut être intéressant un jour d'envisager ce type de traitement avant chirurgie, par exemple? C'est pas ce qui est envisagé dans le cancer de la prostate, mais c'est envisagé dans d'autres cancers. Est-ce qu'avec ce type de molécule qui marche, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser en tant que chirurgien? Alors, c'est vrai que la chirurgie, elle a été rarement testée en association avec des traitements médicaux,
comme traitement curateur du cancer de la prostate, il y a aussi la radiothérapie, qui, elle, a été testée en association avec les hormones et qui pourrait bénéficier éventuellement de la jonction d'abiraterone. Pour la chirurgie, ça n'a pas été testé et la chirurgie, elle est maintenant réservée à des cancers de la prostate qui sont de petits volumes, qui sont des petites tumeurs. Dès que la tumeur est envahissante ou importante, on a une option privilégiée pour l'hormonoradiothérapie. Donc c'est des maladies très localisées qu'on opère, parce qu'on veut opérer avec le moins d'effets secondaires possible. Donc ce n'est pas d'actualité pour le moment d'adjoindre des médicaments comme ça. Alors vous savez que c'est une émission qui est faite pour les médecins qui ne sont pas spécialistes, vos correspondants, les médecins généralistes qui suivent nos émissions. On va faire le take-home message, si vous voulez bien, en pratique, pour nos confrères libéraux. Quel est le traitement, la séquence de traitement en cas de cancer de la prostate d'emblée métastatique? Un petit résumé. Prostate d'emblée métastatique, le traitement de référence qui va être validé dans quelques semaines ou dans quelques mois maintenant, c'est l'hormonothérapie plus l'abiraterone. Ce sera vraisemblablement le blocage hormonal le plus efficace qu'on donnera à tous les malades. Se discutera l'hormonothérapie plus la chimiothérapie à la place, pour les malades qui sont très graves et qui sont potentiellement jeunes, qui ont une longue espérance de vie et qu'on veut essayer de nettoyer au maximum. Oui. Tout l'intérêt finalement sur ces patients dont la prise en charge va être à la fois multimodale et complexe, d'avoir d'abord des équipes entraînées et des équipes qui sont entraînées à travailler ensemble. Et ça se fait dans le cadre donc, des réunions de concertation pluridisciplinaires, des RCP, où on va décider avec nos collègues urologues, les oncologues, les radiothérapeutes, de la meilleure séquence de traitement possible, puisqu'on n'a pas abordé une autre chose qui est par exemple le patient oligométastatique, c'est-à-dire qui a peu de métastases, qui peut probablement bénéficier de cet apport de l'abiraterone, mais aussi de techniques de radiothérapie assez nouvelles qui vont permettre d'irradier chacune des petites métastases qui ont été retrouvées. Et le non métastatique d'emblée, donc ce sera la chirurgie. Oui. Et après, s'il y a des récidives, qu'est-ce qu'il va y avoir comme séquence de thérapeutique? Là, ce type de médicament va rentrer dans les séquences? Alors, il y a effectivement la chirurgie pour le traitement curateur. Il y a aussi l'hormonoradiothérapie, on peut rebondir aussi parce qu'il y a une nouveauté à l'ASCO qui est classiquement l'hormonothérapie associée à la radiothérapie est d'une durée de 3 ans. C'est l'étude BOLA assez classique qu'on a depuis des années. Allez, on reste dans votre domaine, Dr Wash, avec le cancer du rein. Je rappelle que c'est le 3e cancer urologique, mais le premier en mortalité, car on le découvre trop tardivement. Alors après néphrectomie, donc, on a des molécules qui sont utilisées dans des études, en tout cas en thérapie adjuvante. J'ai cru comprendre que ces molécules n'étaient pas toujours remboursées dans cette indication. Donc comment est-ce que ça marche? Est-ce que c'est une perte de chance pour les malades? Alors il y a plusieurs molécules effectivement qui sont utilisées dans le cancer du rein, surtout dans le cancer du rein métastatique, dont on connaît l'efficacité. Alors, il n'y a pas de chimiothérapie classique dans le cancer du rein, c'est plutôt des anti-angiogéniques. Maintenant des immunomodulateurs qui sont les checkpoint inhibiteurs qui ont une action dans le cancer du rein métastatique. Alors on s'est dit qu'effectivement, pour certains malades qui ont des grosses tumeurs qui semblent localisées, ça vaut le coup d'essayer ces traitements pour prévenir un risque de récidive, parce qu'on sent bien les malades qui risquent de récidiver. Il y a plusieurs essais qui ont été faits effectivement. Finalement, aujourd'hui, malgré l'ASCO 2017, il n'y a aucune molécule qui n'est validée, qui ressort. On peut parler du sunitinib, le Sutent, qui est ressorti sur une étude il y a quelques mois, l'étude Astra, qui montrait un bénéfice, et encore pas un bénéfice complet, pas un bénéfice en survie globale. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune molécule qui n'est validée dans le traitement adjuvant. Donc un patient qui est un cancer du rein localisé, on l'opère et pour le moment on le surveille. Parce que c'est amusant, on a vu plusieurs chirurgiens urologiques à l'ASCO et ils nous disent tous la même chose, c'est-à-dire que l'évaluation clinique par le chirurgien lors de l'opération des patients à très haut risque de récidive est finalement très fiable. C'est-à-dire que vous jugez ça sur des facteurs d'inflammation, de masse tumorale Oui, alors c'est fiable, mais ça ne l'est pas tant que ça, parce qu'on n'arrive justement pas à sélectionner les malades qui peuvent bénéficier de ce traitement adjuvant. Si on savait qui allait récidiver, je suis sûr que les études montreraient une positivité de ces molécules, ça marcherait. Seulement, dans ces études, on met des malades qui ne vont pas récidiver. Donc du coup, la puissance de l'étude est moins forte et le traitement adjuvant n'est pas efficace au final. Donc le chirurgien ne suffit pas, il faut s'appuyer sur d'autres scores? Il faut d'autres scores. Et alors on a vu justement des scores qui sortaient à cet ASCO, en particulier, je crois que c'est l'IGR avec le professeur Uscudier qui avait un score prédictif, lui, basé sur des gènes, c'est ça? L'intérêt de ce score-là, c'est que jusqu'à présent, on était basé sur ce risque de récidive, sur un peu l'impression du chirurgien, bien évidemment, mais aussi sur des facteurs qui étaient assez imparfaits, pas forcément toujours reproductibles, qui étaient ce qu'on appelle la classification TNM, la nécrose, le performance status, enfin des choses qui sont probablement pas suffisantes pour prédire de manière suffisamment
précise le risque de rechute. Et l'équipe de Bernard Escudier, à partir d'une cohorte de patients qui étaient justement inclus dans ces essais adjuvants, a étudié un certain nombre de gènes, donc un panel de gènes sur la tumeur, qui serait éventuellement prédictif du risque de rechute, indépendamment du traitement. C'est-à-dire que soit sans traitement, soit avec traitement. Et effectivement, on retrouve avec ce qu'on appelle ce recurrence score, c'est-à-dire que cette étude de panel de gènes, de 16 gènes, le fait que ça va écraser un petit peu les autres facteurs pronostiques. C'est-à-dire que simplement l'étude de ce panel de gènes va nous permettre de dire que tel ou tel patient va potentiellement rechuter ou potentiellement ne pas rechuter. Donc, ce qui va nous permettre de mieux poser nos indications de traitement adjuvant. Donc là, c'était une étude de confirmation. Ça a été confirmé dans 2 études. C'était la 2e étude qui était présentée et qui montre que ça marche. Et donc, en pratique, pour un médecin qui est installé en ville et qui se dit mon malade, il a ce genre de problème, à partir de quand il peut espérer bénéficier de ce type pas de thérapie génique, de choix de thérapie génique, de choix de thérapie à partir de la génétique, pardon. Alors, pour le moment, ce n'est pas approuvé. Donc, il va falloir attendre les approbations déjà américaines puis européennes pour pouvoir bénéficier de cette signature génétique de la tumeur. Et une fois qu'on l'aura, effectivement, on pourra, en fonction de la tumeur du patient, savoir si génétiquement elle est à risque de récidive et savoir potentiellement à quel médicament elle va répondre. Et ça, c'est dernière question, Jean-Paul. Oui, on pourrait en poser des milliers, mais on va peut-être en poser une chez les cancers du sein métastasé, puisque là, les cancers du rein métastasé, on voit apparaître une pléiade de molécules, donc en plus des inhibiteurs de tyrosine kinase et des anti-angiogéniques, il y a maintenant les immunothérapies. Donc qu'est-ce que ça génère comme espoir pour ce type de malade où avant, je rappelle que c'est un cancer qui est découvert très souvent, il est métastasé, donc ça concerne beaucoup de malades. Qu'est-ce que ça génère comme espoir pour ces patients-là? L'onco-immuno. Alors l'onco-immunologie, d'une manière générale, et en particulier dans le cancer du rein, c'est une véritable révolution. C'est d'abord une nouvelle classe de traitement, donc c'est toujours bien. Ça veut dire qu'on peut traiter plus de patients pendant plus longtemps. Mais l'avantage, c'est que c'est un mécanisme d'action qui est totalement différent de ce qui était employé jusqu'à présent. C'est qu'on va réveiller le système immunitaire du patient, à l'instar un peu de ce qu'est une vaccination. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ça marche vraiment significativement très bien dans le cancer du rein, d'une part. Et d'autre part, et ça c'est aussi très important, ce sont globalement des médicaments qui sont extrêmement bien tolérés. Il y a très très peu d'effets secondaires. Et qui ont révolutionné le traitement depuis 3 ans à l'ASCO. Effectivement, on est en... Mais là, dans le rein, c'est nouveau l'apparition de l'onco-immuno dans le rein? Oui, dans le rein, c'est tout nouveau. Dans le rein, c'est tout nouveau. Ça a été testé il y a assez peu de temps. Et ça apporte des bénéfices seul, l'immunothérapie, mais ça apporte aussi des bénéfices en association avec les anti-angiogéniques. Ça, c'est intéressant. Et en association à la chirurgie, ou faut-il continuer à faire la chirurgie alors ça, c'est une autre question. C'est de savoir si elle est métastatique, s'il faut enlever la tumeur principale ou pas. On avait tendance à dire, l'idée générale, c'était de dire il faut enlever la tumeur principale pour pouvoir rendre accessibles les métastases à des traitements. Il semble que ce soit plus très vrai avec l'immunothérapie. Ça l'est peut-être avec les anti-angiogéniques. On attend l'essai de Carmena, qui est un essai français qui doit sortir dans pas longtemps, pour savoir s'il y a une place à cette néphrectomie cytoréductive, mais pour le moment, c'est encore débattu. D'accord. Eh bien, merci, Dr Roche, de vos commentaires. Nous allons maintenant passer avec d'autres invités au cancer du sein. Oui, cancer du sein, avec de nombreuses avancées cette année à l'ASCO, avec de nouvelles thérapeutiques ciblées, un nouvel anti-HER2, c'est le olaparib en traitement adjuvant, une nouvelle classe dans le cancer BRCA+, c'est les antiparp, et même un inhibiteur du CDK4/6 en adjuvant des traitements hormonodépendants. Alors, pour commenter ces sujets, nous ont rejoint toujours avec le docteur Stanislas Roper, qui lui est le fil rouge et l'oncologue médical, 2 chirurgiens oncologues. Bonjour Marion Durand. Bonjour Jean-François. Vous êtes spécialiste de la chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Bonjour docteur Sharazet Ben Saïd. Vous faites de la chirurgie gynécologique, pelvienne et mammaire. Alors, avant d'attaquer les molécules, donc 2 chirurgiens sur ce plateau, c'est qu'on va quand même parler un petit peu de chirurgie. On en parle beaucoup à l'ASCO, il n'y avait pas de scoop cette année, mais on en parle beaucoup. Ça fait beaucoup de progrès dans le cancer du sein, la chirurgie, ou c'est assez stationnaire depuis quelques années? En fait, c'est stable. Néanmoins, il y a une problématique actuelle, c'est probablement une escalade chirurgicale. Effectivement, avec toutes ces molécules qui arrivent, et notamment les tests génomiques, on a plutôt tendance à cibler le type de chirurgie. Et du coup, le développement de la chirurgie, elle est plus liée à une prise en charge globale, comme développer la chirurgie ambulatoire, réduire les indications du curage axillaire, proposer des reconstructions mammaires immédiates. Et donc, puisqu'on est sur la chirurgie du sein, le ganglion sentinelle dont on a parlé
plus personne en dehors de la cancérologie comprend quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Donc, jusqu'à présent, avoir l'envahissement ganglionnaire avait un impact pronostique. Ce qui a été démontré depuis plusieurs années, que enlever les ganglions dans le creux axillaire n'avait pas d'impact curatif, mais un impact pronostique. On faisait un curage axillaire, donc maintenant, il est admis depuis plusieurs années de faire la technique du ganglion sentinelle pour réduire le lymphœdème. Néanmoins, quand il était métastatique, systématiquement, nous allions faire le curage axillaire où, en fonction de la taille tumorale, il y avait des indices qu'il fallait faire le curage axillaire. On se pose de plus en plus la question de ne plus faire ce curage axillaire parce que l'étude de la tumeur, notamment avec les tests génomiques, nous permet d'adapter le traitement adjuvant. Rassurez-nous, Stanislas Repère, il y aura encore des chirurgiens quand même dans le cancer. Probablement de moins en moins, cela dit. Oui. Enfin, je dis ça entre deux chirurgiens. Vous parlez du sein, hein. Vous parlez du sein, là. Marion a l'air de vouloir se battre. Mais en fait, c'est une vraie question finalement, c'est est-ce que l'objectif de l'oncologie, c'est un moment d'éviter la chirurgie? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi en tant qu'oncologue médical, on pourrait dire que ça peut être un objectif. Mieux poser les indications. Mieux poser les indications et être moins délabrant en tout cas, de toute manière. En tous les cas, dans la chirurgie robotique participe à ça. Chirurgie, docteur Durand, les progrès de la chirurgie thoracique, ce qui change vraiment la vie des malades. Chirurgie douloureuse. On va regarder. Vous nous avez amené quelques images. Alors, si la régie veut bien nous caler. Donc, on bloque l'image parce que là, j'aimerais que vous nous expliquiez. On va comprendre déjà. C'est quoi cette espèce de pince qui arrive? Là, on est dans un poumon. Hein. Exactement, on est dans une cavité pleurale. Pour rebondir sur ce que vous disiez, sur la place de la chirurgie dans le traitement du cancer, pour le moment, en tout cas pour les carcinomes thoraciques, la pierre angulaire du traitement curatif, c'est la chirurgie. Et je crois que le but de l'oncologie, qu'elle soit sur le versant médical ou chirurgical, c'est pas d'éviter un type de traitement ou un autre, c'est de traiter la maladie, la guérir, la contrôler, le cas échéant. Donc ici, nous avons Donc là, une c'est un image. hameçon. Non, c'est pas un hameçon. C'est un harpon, effectivement, qui est comme un hameçon, parce que là, on pourrait dire qu'on est avant, en fait, le stade avéré du cancer. C'est-à-dire qu'on a une image spiculée, douteuse, qui n'est pas périphérique et qu'on veut retirer car on ne sait pas comment y accéder pour avoir un diagnostic, et donc on met un harpon au scanner juste avant d'arriver sur la table d'opération et on débute l'intervention par une exérèse atypique. Là, on a harponné et maintenant voici les mains. Vous voyez que j'ai 3 bras au lieu de mes 2 mains, parce qu'en fait, ce robot est un télémanipulateur. Donc, c'est une chirurgie qui est dans une nouvelle ère, et elle est là, la révolution, parce qu'effectivement, la chirurgie thoracique est extrêmement traumatique et douloureuse, car elle devait écarter les côtes, couper des muscles. Et là, vous êtes en train de mettre dans un petit sac en plastique le nodule qui va être analysé pendant que le patient dort par l'histologiste qui fera ce qu'on appelle une section froide et répondra basiquement cancer ou pas cancer. Alors là, une autre phase, vous êtes en train de faire une ligature. Exactement. Il a répondu cancer, donc il faut faire une lobectomie. Et ces appareils de télémanipulation, ces robots nous permettent de faire une chirurgie délicate, de dissection et de contrôle pour pouvoir suturer artères, veines et bronches et réaliser cette lobectomie. C'est en fait une avancée technologique qui nous permet de faire de la chirurgie ouverte en étant sur un patient fermé et donc moins traumatisé. Vous êtes loin du patient, là, dans la même salle, je suis à 2 mètres. Je ne suis pas habillée stérilement, je suis assise à une console et je travaille avec les mains et les pieds pour contrôler les 3 manipulateurs, la caméra. Mais à aucun moment vous intervenez autrement que comme ça? Au début, je suis à côté du patient pour pouvoir insérer les trocars. Bien sûr, oui. Voilà. Et à la fin, je retourne auprès du patient pour pouvoir retirer la pièce qui est mise dans un sac et qu'il faut faire sortir par un des trocars qu'on élargit, et puis pour pouvoir fermer les orifices. Donc c'est un progrès pour le malade, mais aussi pour le chirurgien, parce que c'est pas pareil d'être sur un robot et d'être 3 heures debout ou 4 heures debout. Bien sûr, ergonomiquement, c'est une vraie révolution aussi. Charles, vous avez des robots, vous aussi? Absolument, on fait en chirurgie carcinologique gynécologique. La plupart de la prise en charge se fait par chirurgie robotique. C'est une chirurgie mini-invasive. Je rebondis d'ailleurs sur le docteur Repère concernant le traitement du cancer du sein. Là, il y a un bel exemple que même chez les cancers métastatiques du sein, qui jusqu'à présent étaient l'apanage du traitement médical, parce que la chirurgie dans le cancer du sein, elle est surtout en initial, bien entendu. Néanmoins, quand on voit la résection avec une chirurgie mini-invasive via la chirurgie robotique,
on a quand même plutôt tendance à dire que nous allons probablement évoluer sur des nouvelles stratégies, avec notamment des molécules qui sont beaucoup plus tolérantes. Donc oui, il y a la place de la chirurgie dans le cancer du sein. On va bien évidemment revenir à l'ASCO et aller sur les nouvelles molécules, ce qu'on s'est dit à l'ASCO. C'est sûr que tout le monde a envie de vous revoir. Il faudra revenir, qu'on fasse une émission sur vos techniques chirurgicales. Ouais. Mais là, on revient à l'ASCO. Alors l'ASCO, effectivement, première innovation dont on a beaucoup parlé, et c'est les anti-PARP. Donc c'est une thérapeutique de cette classe qui a été testée pour la première fois dans les cancers du sein, où il y a une amplification génomique, c'est-à-dire les BRCA+, où ce médicament pourrait être éventuellement une alternative à la chirurgie, si on en croit une étude randomisée présentée. Cette étude randomisée de phase 3 a inclus plus de 300 patientes, quel que soit le statut hormonal de leur cancer, positif ou triple négatif. Le critère principal de jugement était la survie sans progression. Les patientes recevant l'olaparib, la nouvelle molécule, avaient une augmentation de survie sans progression de 42%. Donc elles avaient un délai plus long avant de recevoir un nouveau traitement. Et elles obtenaient une meilleure réponse par rapport à la chimiothérapie. Je pense que cela permet d'avoir une alternative thérapeutique à la chimiothérapie, ce qui n'est pas négligeable pour la qualité de vie améliorée et durable dans le temps, puisqu'elle présente au final moins de symptômes qu'avec un traitement conventionnel. Donc c'est une alternative bénéfique. Alors concernant cette étude qui s'appelle Olympia, donc avec les anti-PARP, c'est quoi les anti-PARP et pourquoi c'est intéressant dans les cancers où il y a une anomalie génétique BRCA, qui représente quoi, à peu près 5% des cancers ? À peu près 5% des cancers du sein, effectivement. Et qui c'est des femmes jeunes par contre ? C'est souvent des femmes jeunes parce que l'activité de cet inhibiteur de PARP est liée à la présence chez les femmes d'une mutation germinale, donc dans son propre génome, d'un gène qui s'appelle BRCA. Donc c'est une mutation ponctuelle qui va inactiver ce gène. Or ce gène est impliqué dans la réparation de l'ADN. Donc chez ces femmes-là, elles vont avoir tendance à faire des cancers du sein, des cancers de l'ovaire et les hommes des cancers de la prostate. Donc il y a un gène qui est muté. On s'est rendu compte ensuite que le PARP était l'inhibiteur de PARP était une voie alterne de réparation de l'ADN. Donc chez ces patientes qui ont une déficience BRCA et chez qui on adjoint un autre inhibiteur de voie de réparation de l'ADN, on a ce qu'on appelle une létalité synthétique et donc un véritable effet bénéfique. L'autre point très intéressant par rapport à ce médicament, qui est l'olaparib, c'est que c'est un traitement par voie orale, qu'il a été comparé à la chimiothérapie intraveineuse et que effectivement le bénéfice est évident pour la patiente. Elle n'a plus besoin de venir en hôpital de jour, elle n'a pas les affres des effets secondaires de la chimiothérapie, donc c'est du traitement qui est totalement ambulatoire et en plus avec un bénéfice qui est tout à fait significatif en survie sans progression. Et donc là, on est dans une étude qui est encore préliminaire, c'est de la survie sans progression, donc 42% d'amélioration. Pour vous, c'est un vrai tournant dans la prise en charge de ces anomalies BRCA ? C'est un vrai tournant, effectivement, parce qu'on sait que ces maladies sont assez chimiorésistantes, que les armes thérapeutiques qu'on a après échec de la chimiothérapie étaient jusqu'à présent très limitées, que même l'immunothérapie, finalement, a un effet qui n'est pas si révolutionnaire que ça, contrairement à d'autres types tumoraux. Donc c'est vraiment une petite révolution qu'on avait déjà observée dans les cancers de l'ovaire, qui présentent aussi parfois cette mutation de BRCA1. Donc on est effectivement très content de ce résultat-là. Alors quand il y a des anomalies BRCA, en général, il y a des antécédents familiaux, donc on a plus de chances de les chercher et de les trouver. Et avant le stade du cancer, il y a toujours la question de la chirurgie prophylactique. Ça reste d'actualité ? Absolument. Donc là, cette étude, effectivement, montre des patientes qui sont atteintes de cancer du sein chez des patientes mutées métastatiques. Ce qui est important quand même, c'est souligné, c'est de pouvoir dépister assez précocement, avant l'atteinte du cancer, pour pouvoir leur proposer cette mastectomie prophylactique dont elle a montré le bénéfice. Et donc ça, il y a des techniques innovantes de chirurgie mini-invasive, pouvoir proposer la reconstruction immédiate avec des lambeaux. Il y aura probablement un développement qui va se faire également avec la chirurgie robotique. Ce qui est aussi important, en dehors de ces patients mutées, c'est que malgré tout, dans le monde, une patiente quasiment sur 4 n'est pas reconstruite après l'ablation de la mastectomie. Donc ces molécules sont très prometteuses parce qu'effectivement, elles vont pouvoir vont être proposées en traitement néoadjuvant, voire adjuvante, pour permettre une chirurgie conservatrice. Mais cette chirurgie préventive, je voudrais vous dire quand même, vous la proposez, c'est quelque chose en pratique ? Les recommandations chez les femmes à risque, donc le groupe des patientes qui sont mutées BRCA 1 et 2, sont proposées une chirurgie prophylactique de l'ablation de la glande mammaire avec une reconstruction immédiate bilatérale et
également l'ovariectomie. L'ovariectomie, elle est proposée un petit peu plus tardivement. Donc, elle doit être proposée, cette mastectomie prophylactique. Bien entendu, il y a tout un parcours du patient qui est nécessaire. Mais voilà, c'est vrai qu'on parle beaucoup de cette étude Olympiade sur les cancers. Parce que c'est souvent quelque chose que les médecins de famille doivent expliquer à leurs patients. C'est pour ça que je voulais insister là-dessus. On revient sur ces traitements donc, qui ont changé change votre pratique. Sur ces nouveaux... Oui. Ça va comme un peu le cancer de l'ovaire. Effectivement, le cancer de l'ovaire, c'est plus ancien. Oui, absolument, mais de plus en plus, on a tendance à vouloir le proposer également chez les patientes mutées. Il y a des études qui ne vont pas tarder à sortir avec un bénéfice. Donc, probablement, l'idée aussi de ces molécules chez les patientes non mutées, il y aura peut-être un bénéfice. Et le traitement en néoadjuvante avec une tolérance très satisfaisante, c'est très prometteur. Alors on reste dans le cancer du sein, mais avec la forme RH+R2 qui bénéficie de l'hormonothérapie, mais lorsqu'il devient résistant, la stratégie est moins bien définie. Dans ce cas de figure, les objectifs du traitement dictent le choix de la chimiothérapie, mais plusieurs possibilités existent, Jean-Paul. Oui, alors c'est là où on voit apparaître d'autres molécules. En particulier, dans ce cancer, il y a un deuxième anti-HER2 qui est l'olaparib. On a vu une association de deux anti-HER2 dans cette étude qui s'appelle l'étude Affinity. Ça paraît, pour un non-oncologue, ça paraît presque fou. Donc vous, qu'est-ce qu'on doit retenir? Est-ce que c'est des tendances qui existent ou est-ce que c'est on est dans l'abus? Donc là, on s'intéresse là à une autre problématique qui est donc les patientes porteuses d'un cancer du sein. Le cancer du sein est opéré et montre une surexpression de protéine qui est HER2 pour lequel on a effectivement aujourd'hui un traitement ciblé jusqu'à présent qu'on appelle le trastuzumab, donc un anticorps anti-HER2. Ce traitement a montré un véritable bénéfice en survie, c'est-à-dire qu'on guérit beaucoup plus de patientes en post-opératoire lorsqu'on administre ce médicament pendant à peu près une durée totale de 1 an. On a toujours ce désir de faire un petit peu plus et donc on a aujourd'hui à notre disposition un deuxième anticorps monoclonal qui est aussi un anti-HER2, qui est le pertuzumab. Et donc effectivement sont été présentés à ce congrès les résultats de cette étude Affinity qui va consister à tester l'adjonction de ce deuxième anticorps. Alors je vous avoue que moi je trouve que les résultats sont un petit peu mitigés. Le premier point quand même, c'est que les résultats, quel que soit le bras, sont excellents. C'est-à-dire qu'avec un anticorps anti-HER2, exactement, avec un anticorps anti-HER2 pendant 1 an, les patientes qui n'ont pas d'atteinte ganglionnaire, on a un taux de survie qui est à peu près de 95%, à peu près. Donc c'est quand même un excellent résultat. Donc c'est vrai que montrer un bénéfice avec 95% déjà de survie, c'est difficile. Et chez les patientes qui ont eu une atteinte ganglionnaire, le taux de survie est également de l'ordre de 88-89%, qui est quand même excellent. Donc tout ça pour dire que l'adjonction du pertuzumab de ces deuxièmes anticorps est probablement un petit progrès. Au terme avec une toxicité qui est assez raisonnable, il y a peu d'événements cardiaques. Et avec un coût qui n'est pas négligeable. Avec un coût qui est extrêmement important, un coût pour la société, ce sont des molécules qui coûtent extrêmement cher. Et probablement qu'il va falloir réfléchir à mieux cibler les patients qui vont bénéficier de ce double blocage. Probablement que ça va être les patientes, entre guillemets, les plus graves, celles qui ont une atteinte ganglionnaire axillaire importante. Alors, dernier petit point, c'est les inhibiteurs du CD4-4-6. On ne va peut-être pas en parler pour les médecins généralistes, sauf à dire que c'est des molécules qui marchent dans les cancers hormonosensibles. Mais par contre, ce qui vous intéressait, vous, dans ce petit panel qu'on avait sorti, c'est que c'était des traitements oraux. Exactement. Tout comme l'olaparib, qui concerne les patientes présentant une mutation de BRCA, on a aussi chez les patientes qui ont donc une expression sur leur tumeur des récepteurs hormonaux, la possibilité maintenant de faire des associations thérapeutiques, notamment avec des inhibiteurs du cycle cellulaire associés à de l'hormonothérapie. Et ça, on est vraiment dans des traitements qui sont maintenant tout oraux. C'est-à-dire qu'on a des patientes maintenant qui ont des maladies métastatiques qui expriment les récepteurs hormonaux, qui tout au long de leur parcours de patient, pendant plusieurs années, vont pouvoir ne jamais toucher à une chimiothérapie, finalement. Avoir des traitements uniquement par voie orale, uniquement en ambulatoire, avec un profil d'effet secondaire finalement assez raisonnable, qui n'est pas du tout celui de la chimiothérapie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alopécie, il n'y a pas de nausée, il n'y a pas de vomissement. Il y a d'autres petits effets secondaires qui sont assez facilement gérables. Et puis une organisation des soins complètement différente, avec des malades qui seront en dehors des centres de soins. Exactement. Alors on va clore ce chapitre cancer du sein par le take-home message. Je vous demande à tous les deux de nous dire dans quel cancer on va vite avoir une possibilité d'utiliser les nouveaux traitements présentés à l'ASCO. Vous nous faites un petit résumé? Alors, moi, je dirais que justement, ce qui est intéressant, moi, dans ma spécialité en tant qu'oncologue médical, c'est qu'on raisonne de moins en moins par organe et on raisonne de plus en plus sur la génétique, finalement. Et on voit qu'on a de plus en plus de traitements maintenant qui sont transorganes. L'olaparib concerne les patientes qui ont des mutations de BRCA1 ou 2. L'immunothérapie concerne la plupart des types tumoraux indépendamment de l'organe d'origine. Donc, on est vraiment dans une nouvelle ère maintenant de la cancérologie, celle qui est du transorgane.
Sherazade. Et côté chirurgie, avec ces nouvelles thérapies, on a plutôt tendance à pas en remettre en question, bien entendu, la chirurgie, parce que jusqu'à maintenant, effectivement, l'exérèse reste le princeps, mais ça modifie un petit peu les gestes chirurgicaux. L'idée, c'est vraiment d'être de moins en moins invasif. Merci. On va passer à la dernière partie de cette émission. C'est une évidence que cet ASCO 2017 à Chicago, bien la biologie va nous aider à personnaliser le traitement des cancers. On a un chirurgien qui va se transformer en biologiste quelque part. Hein, Jean-Paul ? On va essayer, en tout cas, ça risque d'être surprenant. Tout d'abord, une grande étude française a démontré l'intérêt d'un screening moléculaire extrêmement large des tumeurs, qu'elles soient solides ou liquides, afin de mettre en évidence des anomalies moléculaires qui pourraient être accessibles à un traitement. C'est l'étude Profiler. 2600 patients ont été inclus dans Profiler Study, des adultes et des enfants porteurs de toutes sortes de tumeurs, qu'elles soient liquides ou solides. Les échantillons étaient analysés par un séquençage de nouvelle génération sur 69 gènes. On a récupéré des tumeurs pour plus de 2600 patients, on a extrait l'ADN, le code génétique, et on a regardé s'il y avait des mutations ou des anomalies du nombre de gènes, qu'on appelle des anomalies altérations moléculaires. On a à peu près mis en évidence 2000 profils génomiques, c'est-à-dire sur les 2600 patients inclus, on a réussi à générer 2000 profils. Et sur ces 2000 profils, on a obtenu des anomalies actionnables. Ça veut dire quoi actionnable ? Ça veut dire qu'il y a une anomalie qui potentiellement peut être ciblée par un traitement, une molécule qu'on a déjà, type thérapie ciblée, ou alors une molécule en cours de développement dans des essais thérapeutiques. Parmi les 676 recommandations de traitement par thérapie ciblée qui ont été émises, 143 ont été testées. Mais le premier objectif de Profiler Study était d'évaluer la faisabilité du screening moléculaire en routine. Aujourd'hui, dans la routine, vous avez un cancer du sein, vous avez un cancer du côlon, on regarde quelques gènes, ceux qui sont les plus pertinents pour la routine. On regarde 2-3 gènes dans le sein, on regarde 3-4 gènes dans le côlon, on regarde une petite dizaine de gènes dans le poumon. Là, l'idée, c'est de dire, on ne va pas regarder qu'une dizaine, on va regarder 100, 200, 300, peut-être plusieurs milliers. Si on dit c'est faisable, c'est ce qu'on a montré dans Profiler, c'est facile de séquencer, d'avoir le profil moléculaire de 2000 tumeurs. Si c'est facile de l'avoir en 2-3 ans, 2000 tumeurs, ça veut dire qu'on peut le faire en routine. Ça montre aussi que 50% des tumeurs ont une anomalie intéressante, actionnable. Donc non seulement c'est faisable, mais ça apporte de l'information supplémentaire. La question d'après, c'est est-ce qu'on va pouvoir effectivement, on va dire le plus systématiquement possible, traiter les patients qui ont des anomalies. Et ça reste encore une inconnue, c'est-à-dire l'accès aux thérapies ciblées de façon le plus large possible, quelle que soit la zone géographique. Parce que finalement, si vous êtes traité dans un grand centre académique, vous pouvez peut-être avoir accès aux thérapies ciblées dans le cadre des essais thérapeutiques. Dans les autres centres, c'est plus compliqué. Alors, un séquençage à haut débit qui, donc, si j'ai bien compris, permet non pas de tester 2-3 gènes, mais tester beaucoup plus de gènes et qui peut s'appliquer à toutes sortes de tumeurs. Une grande étude française qui a beaucoup intéressé. Et on parle de routine. Est-ce que ça vous paraît légitime de répondre dans votre centre sur cette technique ? Alors, pour le moment, dans nos centres, sur les biopsies qui sont pratiquées, il y a 2 grandes choses qui sont faites. Il y a les biopsies à l'aiguille qui vont être pratiquées au scanner, sous échographie, ou les biopsies qui sont faites en fibroscopie bronchique par exemple, ou bien en endoscopie digestive pour les autres types de cancers, ou bien la biopsie chirurgicale. Il y a les biopsies qui sont faites pour le staging et il y a les biopsies qui sont faites pour le diagnostic. Effectivement, la biopsie liquide est intéressante parce qu'elle est moins invasive. Tout ça se retrouve dans une aiguille maintenant. Si on en croit la limite, ce que nous racontent les biologistes, enfin les oncologues à l'ASCO, c'est de dire que bon, c'est pour vous encore un peu votre champ qui va se réduire, mais c'est vrai qu'aller faire une biopsie chirurgicale, c'est quand même pas la même chose que de faire une prise de sang. Effectivement, ce n'est pas la même chose. Et probablement, dans l'avenir, on arrivera à faire des diagnostics en Wi-Fi, mais on n'en est pas là. On a besoin d'éléments, on a besoin de cellules. Ça, c'est pour m'embrouiller que vous dites ça. Non, parce qu'effectivement, il y a toujours cette frontière de l'invasion pour récupérer des prélèvements. Mais une tumeur, elle est hétérogène.
elle a une population qui est hybride. Et ça, on le sait et on le voit de plus en plus. Et c'est pour ça que dans les prises en charge thérapeutiques, quand on cumule les différents axes d'attaque des cellules, on a de meilleurs résultats. Et quand on est sur un axe unique, eh bien, on a des résistances qui sont données. Donc, probablement, une des limites de la biopsie liquide, pour le moment, c'est un peu la difficulté d'accéder à vraiment l'hétérogénéité de la tumeur. Oui. Et puis, il y a la problématique, effectivement, technique. Pour le moment, en routine, est-ce que la biopsie liquide peut être faite partout dans tous les centres? Non, parce qu'elle est limitée à certains plateaux techniques qui sont des centres de biologie. Ça va vite, tout ça. De biologie qui sont pour le moment hospitaliers, mais effectivement, dans les années, peut-être dans les mois qui viennent, les choses vont s'ouvrir. Je suis sûr que vous n'êtes pas d'accord sur le... Toujours d'accord, on est toujours d'accord, en fait. Vous êtes toujours d'accord. Mais je veux quand même nuancer. Surtout entre deux chirurgiens. Non, c'est vrai, effectivement, la biopsie liquide aujourd'hui, alors c'est quand même, on a maintenant des procédures standards pour l'effectuer, alors que ce soit à l'hôpital d'Antony ou je crois dans d'autres centres. Et donc on travaille avec des plateformes qui sont des plateformes 1K. Donc ces biopsies liquides, nous, on les pratique de manière quotidienne, notamment dans la prise en charge des cancers du poumon. Mais c'est tout à fait vrai ce que dit Marion, c'est-à-dire que c'est quand même une vision assez partielle de l'hétérogénéité de la maladie. On voit maintenant qu'avec nos traitements ciblés, on a parfois des réponses paradoxales ou des réponses isolées ou des progressions isolées. C'est qu'on a un patient qui va très bien répondre sur l'ensemble de ses métastases et qui va avoir une seule métastase, par exemple dans le poumon, qui progresse. Et là, avoir accès à la génétique de cette progression isolée est extrêmement important. Et avoir des techniques, effectivement, de biopsie mini-invasive, avec un plateau technique cohérent, notamment en radiologie interventionnelle, est extrêmement important, puisque cette progression isolée n'est pas accessible à la biopsie liquide. La biopsie liquide, c'est une petite révolution, mais qui s'intègre dans une prise en charge qui reste pluridisciplinaire. Oui, mais vous allez pouvoir, avec la biopsie liquide, faire du diagnostic, de la surveillance, de la prévoir l'efficacité des traitements. C'est quand même quelque chose qui change là aussi complètement. Qui n'est pas exclusif, donc, dans ce que qui n'est pas exclusif du reste. Donc c'est un outil supplémentaire et qui est effectivement extrêmement utile. En gros, aujourd'hui, en cancérologie thoracique métastatique, donc chez les patients qui ont une maladie assez avancée, c'est vrai que la biopsie liquide, aujourd'hui, on va dire, est notre examen de première intention. C'est-à-dire que dès qu'on a un patient qui progresse et qui a une mutation qu'on peut retrouver sur l'ADN, notamment une mutation de GFR, notre réflexe maintenant, en référence et dans le suivi et à la progression, c'est de faire des biopsies liquides séquentielles qui vont nous permettre d'analyser la génétique de la tumeur. Ça, c'est devenu effectivement un standard. Et en termes de... On voit apparaître donc toutes les techniques de suivi. Ça vous paraît aussi intéressant? C'est-à-dire que vous ne pensez pas que l'hétérogénéité complète de la maladie peut être apparente à travers cette biopsie liquide? C'est-à-dire qu'un malade qui... vous avez des doutes sur la progression de la maladie parce que ça ne va pas... Il y a quand même des intervalles entre les examens. Est-ce qu'à ce moment-là, une biopsie liquide pourrait faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre pour aller chercher d'autres... Aller justement taper une métastase pour l'analyser plus en détail? C'est très probablement. Il y a forcément un lien entre le contingent de cellules circulantes et le volume tumoral. Donc à partir du moment où on a une maladie qui progresse, les cellules se retrouvent aussi dans la circulation générale. Donc dans un avenir assez proche, ce sera aussi un outil de monitorage, de réponse au traitement, de surveillance de l'évolution, de la récidive. Et ça se met en place et ça va, si c'est confirmé, ça veut dire que presque tous les grands centres seront obligés d'avoir accès à une plateforme d'analyse de l'ADN circulant et de gérer ça. Oui, tout à fait. Et c'est déjà une pratique courante, en fait, finalement. Et bon, sans rentrer dans des détails, mais on a vraiment aujourd'hui démontré avec certains médicaments, notamment chez ces patients qui ont des mutations du gène EGFR, qu'à la progression, lorsqu'on retrouvait un type de mutation, que cette mutation, on la retrouve sur les biopsies liquides ou sur des biopsies tissulaires, finalement, l'efficacité des traitements de deuxième ligne est tout à fait équivalente. Donc, dans certaines situations, la biopsie liquide est un véritable apport et apporte les mêmes informations que la biopsie tissulaire. Alors, on avait prévu d'autres reportages, mais malheureusement, le temps passe, on ne va pas pouvoir regarder les reportages. Juste un mot, beaucoup de choses sur le mésothéliome, qui est quelque chose qui n'est pas facile pour le chirurgien. C'est vrai que la place de la chirurgie pour le mésothéliome est très restreinte. Ce sont des maladies qu'on découvre en général avec des stades avancés. Et puis, c'est une maladie de la séreuse. Et l'ambition chirurgicale d'exérèse complète d'une séreuse, que ce soit la plèvre ou le péritoine, est un peu imaginaire. Donc, ces maladies qu'on découvre tard et dont on a quand même une incidence toujours présente et marquée dans nos pratiques, n'a pas
encore bénéficier de grandes révolutions sur les survies. Et, Il y a une étude qui a été publiée à l'ASCO qui donne de l'espoir, mais enfin ça reste un cancer qui est quand même difficile à traiter. Vous vouliez, Stanislas Robert, dire un mot justement du cancer du côlon. Oui, avec quelques petites une données. Étude de désescalade pour une fois. Exactement, pour une fois, c'est une étude de désescalade, ce qui prouve bien qu'on arrivait à un maximum de ce qu'on pouvait faire dans une situation qui était donc le patient qui a un cancer du côlon opéré. Le traitement standard aujourd'hui, lorsqu'on a des facteurs de risque de rechute post-opératoire, c'est de faire une chimiothérapie pendant 6 mois. Et donc il y a une grande étude internationale avec un bras français qui s'est posé la question de savoir si 3 mois faisaient aussi bien que 6 mois. Et on a l'impression qu'effectivement, dans une population, probablement la population... pas tous les malades, pas tous les malades, certains malades, probablement les patients qui sont le moins à risque de rechute, on pourrait considérer que 3 mois pourrait être suffisant par rapport à 6 mois. Et ça, c'est un intérêt parce que ça coûte moins cher, mais c'est aussi parce que ça limite les neurotoxicités. Exactement, parce que cette chimiothérapie adjuvante en post-opératoire d'un cancer du côlon, la principale toxilimitante, c'est une neuropathie périphérique qui peut parfois perdurer pendant plusieurs mois ou plusieurs années. L'autre petit message que j'ai trouvé intéressant pour la pratique clinique quotidienne, et notamment la pratique des médecins généralistes, c'est toujours dans la situation des patients opérés d'un cancer du côlon, on s'est rendu compte que finalement le régime alimentaire pouvait avoir un impact, et notamment, c'est assez rigolo je dirais, mais ça peut être intéressant de le proposer à nos patients, que la consommation de noix naturelles, de manière assez régulière pendant l'année qui suit la chirurgie d'un cancer du côlon, sans la coquille, permettait potentiellement de diminuer la rechute. Et un peu dans le même ordre d'idée, sur des choses qui sont toutes simples, c'est la supplémentation en vitamine D. Alors des essais sont en cours pour affiner la dose, qu'est-ce qu'il faut faire exactement, mais probablement que chez nos patients qui sont traités pour un cancer du côlon, soit qui ont été opérés, soit qui sont dans une phase métastatique, il y a toujours de toute manière un intérêt à faire de manière standard un dosage de la vitamine D et à supplémenter nos patients en vitamine D parce qu'il semble que ça permette d'augmenter la survie des patients qui sont métastatiques et potentiellement de diminuer le risque de rechute des patients qui ont été opérés. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont toutes simples à appliquer, pas chères du tout pour le coup, et assez intéressantes. Je crois qu'on arrive au bout. Oui, c'est pas mal déjà. On va peut-être faire une petite conclusion rapide. Ça vous a plu comme principe, cette émission? Beaucoup. Voilà. Beaucoup, très intéressant. Vous vous rendez compte du nombre de choses qu'on peut passer à vos correspondants. C'est une façon qui vous paraît intelligente d'informer vos correspondants? C'est-à-dire que nous, quand je suis arrivé à Antony, dans une pratique libérale, on m'a toujours dit il faut que tu ailles communiquer avec les médecins généralistes. Et en fait, on a un vrai problème d'accès et de temps. C'est-à-dire que les médecins généralistes et nous-mêmes, on propose de faire des réunions le soir, etc., mais on n'a pas le temps finalement d'y aller. Effectivement, avoir un accès à des médias auxquels on peut accéder à domicile, c'est très important. C'est fort bien, contrairement à ce que vous nous avez prouvé ce soir, que les chirurgiens ne sont pas bavards, mais vous avez quelque part effectivement plein de messages à les livrer. Bien sûr. Merci de l'avoir fait, en tous les cas. Merci de votre invitation. Cette émission des temps forts de l'ASCO est terminée. Je vous rappelle qu'elle a été réalisée en partenariat avec le groupe Ramsay Général de Santé et avec les médecins et chirurgiens oncologues de l'hôpital privé d'Antony, qui est également un centre de référence en cancérologie. Alors, remercie nos invités, bien évidemment, le groupe Ramsay qui nous donne l'occasion de réaliser ce programme, en particulier le docteur Philippe Souchois, directeur national cancérologie de ce groupe, et Alexandre Brel, qui est directeur de pôle Île-de-France Sud. Et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain programme de Fréquence Médicale. Mais en attendant, portez-vous bien.